sais pas si vous avez remarqué, mais les loyers sont chers. Bon, en vrai, je crois que ça avait échappé à personne, d'autant que le sujet est assez souvent évoqué sur les réseaux sociaux et que si vous n'êtes pas propriétaire de votre logement de toute façon, vous le sentez bien passer dans vos dépenses. Pourtant, il fut un temps en France où ça pouvait être galère de trouver un logement, mais quand on le trouvait, au moins, il était pas cher. Et ça, on va le voir, ça a notamment changé à cause de ce gars-là. Mais on va pas dire son nom, parce que ce gars-là, c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans Mémoire de lutte, on a le plaisir de vous présenter peut-être son plus grand némésis. Et non, pas celui-là, celui-là. Babar, plus de 40 ans de militantisme sur la question du logement dans les pattes, et président du DAL Paris, le comité fondateur de l'association Droit au logement. Il va un peu nous parler de son cheminement d'avant, de la place qu'il a trouvée dans les luttes d'après mai 68, mais surtout de 4 années de lutte décisive, débutées en 1986, après l'incendie criminel de 4 immeubles de l'Est parisien où étaient logées des familles issues de l'immigration coloniale. Des incendies criminels qui causèrent la mort de 16 personnes, dont plusieurs enfants. Alors, comment est-ce que la solidarité s'organisa à partir de cet événement dramatique ? Sur quels termes des alliances se sont-elles nouées et se sont-elles défaites entre les militants non directement concernés par le problème, mais solidaires de la lutte ? Et puis, c'est quoi gagner ? C'est quoi perdre une lutte sur le logement ? Telles sont les questions qui trouveront dans cet entretien un certain nombre d'éléments de réponse. Ça va ? Babar, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir dans ce local du DAL. Tu es un militant politique depuis très longtemps, depuis sans doute plus longtemps que toute notre équipe réunie. Et du coup, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait aborder dans cet entretien. Et on va essayer de se concentrer un petit peu sur les expériences qui ont fait naître le DAL, qui t'ont mené à ça. Et également, on essaiera de parler de la situation du logement actuel, mais en vrai, on n'aura pas beaucoup de temps pour ça. Donc, toi, tu es né en 1954 à Paris. Et tu as 20 ans en 1974. Alors, j'ai essayé de t'en parler avant l'entretien et j'ai essayé de faire une liste de ce qui compte comme restructuration un peu de la gauche à ce moment-là. Et assez rapidement, ma liste pouvait pas être exhaustive parce qu'il y a énormément de trucs qui se restructurent après 68 dans la gauche française. Et du coup, toi, tu as 20 ans en 74 et assez tôt dans ton parcours militant, tu vas participer à une lutte au Larzac dont beaucoup de notre génération ont entendu parler parce que c'est quand même un truc assez emblématique. Donc voilà, ma première question, ce serait un peu ça. Quand tu vas au Larzac, tu vas avec qui ? Tu vas avec quel espoir ? Pour faire quoi là-bas ? Pour apprendre quoi là-bas ? Et qu'est-ce que tu gardes de cette expérience au moment où tu reviens en région parisienne ? Alors, moi, je vais au Larzac, oui. J'étais déjà un peu engagé dans les luttes antimilitaristes, puisque je vivais à Briançon à ce moment-là. J'avais été interne au lycée de Briançon, parce que j'étais asthmatique. Et donc, pour mes 2 dernières années de bahut, je les avais passées là-bas. C'est vrai que je devenais un peu agité aussi pour mes parents. Ça devenait un peu compliqué pour eux. Donc, ils étaient bien contents de m'envoyer à loin, dans la montagne, en espérant que j'allais me calmer. Bon, en fait, je militais déjà, et au lycée, déjà, j'étais très actif, y compris au lycée de Briançon, pour défendre l'intérêt, par exemple, des internes, des lycéens qui étaient internes comme moi.
Et j'ai fait connaissance avec, à l'époque, j'ai fait connaissance avec des militants des Hautes-Alpes qui étaient proches de la gauche prolétarienne. Et donc, on se voyait assez régulièrement, et c'est avec eux, en fait, que j'ai été en voiture, je me souviens, que j'ai été au Larzac. Alors, donc, est-ce que tu peux juste nous situer la gauche prolétarienne par rapport c'est quoi ouais, d'accord. Alors, la gauche prolétarienne, c'est un mouvement, c'est ce qu'on appelait les Maos Pontex. Donc, c'était un mouvement qui était... qui prêchait, qui espérait aussi une révolution, hein, qui s'inspirait un peu sur les thèses de Mao Tse-tung. Bon, moi, auquel j'ai jamais vraiment adhéré, on va dire. Hein. Moi, perso, j'étais plutôt dans la tendance libertaire, un peu anard, situationniste. Voilà, j'étais un peu entre ces deux écoles-là. Et donc, la gauche prolétarienne, en fait, a mené beaucoup d'actions spectaculaires qui ont été répercutées au niveau national. Par exemple, ils avaient été vidés l'épicier Fauchon, place de la Madeleine. Ils avaient fait un commando et puis ensuite ils avaient tout redistribué dans des bidonvilles à Nanterre. C'est des actions de cette nature-là. Il y avait eu aussi... qu'on politisait, toi, tôt, parce que tout le monde en parlait. Oui, puis j'étais tombé, quand j'étais au lycée, encore en région parisienne, j'étais sensibilisé en seconde, j'ai été politisé en quelque sorte à la fois par des profs qui étaient là, dans ce mouvement-là, et d'autres qui étaient plutôt du côté anard et situ. Donc voilà, c'est pour ça que ça a été un peu c'est comme ça que c'était mon influence. Mais j'ai toujours été très concret, et c'est vrai que j'aimais bien les luttes très concrètes. Enfin, après les grandes utopies, c'était pas... Enfin, j'y croyais modérément, on va dire. Hein. Et donc... j'ai organisé les lycéens sur des luttes et des grèves de lycée. Et puis ensuite, j'ai travaillé très vite. Hein, dès que j'ai eu mon bac, hop, aller au boulot. Et donc, j'ai fait des petits boulots locaux. J'étais bûcheron, manœuvre dans les chantiers de bâtiments, perchman. J'ai essayé d'organiser des syndicats dans des stations de ski. Bon, je me suis fait ramasser pour différentes raisons. Je manquais un peu d'expérience aussi, je pense. Et puis aussi, j'ai été soutenir les comités de soldats. En 1973 ou 73, ouais, c'est ça. 1973, j'ai été soutenu les comités de soldats qui s'étaient organisés à l'époque. Il y a la montée en charge d'un mouvement antimilitariste. Alors je parle au nom de la coordination de comités de soldats et de groupes d'appel du Sud-Est. Pour refuser l'embrigadement, la répression, les brimades sévissant dans les casernes. Pour imposer nos droits autour de revendications précises, non à l'incorporation au-delà des frontières, salaire au SMIC, dissolution de la justice militaire, etc. L'heure aujourd'hui est à l'action la plus large, la plus résolue. Dans l'Est, en Allemagne, dans le Sud, la région parisienne, partout les soldats luttent et s'organisent dans les comités de soldats face à la répression pour imposer leurs droits. Mais seuls face à la hiérarchie et au gouvernement, les soldats ont beaucoup de mal à vaincre. Ils ont besoin du soutien actif et militant de tous les travailleurs et de tous les jeunes du pays. Donc il y avait eu, moi j'étais intervenu, à leur demande, j'étais intervenu pour distribuer un tract de soutien à des soldats qui avaient refusé, qui étaient partis en permission et qui étaient restés une semaine en permission pour protester justement contre le régime dur. C'était les chasseurs alpins. Tu vois. Donc c'était vraiment des militaires de métier Non, des appelés. Ah, des appelés. C'était des appelés, toujours, okay. C'était des appelés. Et donc, ils avaient fait ce qu'on appelait une fausse perme, mais collective. Et voilà, donc après, il a fallu populariser dans la ville, tout ça, expliquer pourquoi ils avaient fait une fausse perme. Et quand ils étaient rentrés, ils avaient été, c'était sympa parce que quand ils étaient revenus dans fausse perme, ils avaient tous été consignés dans leur dortoir parce qu'il n'y avait pas assez de place dans les petites prisons de la caserne, tu veux. Bon, donc ils étaient tous là. Et donc finalement, voilà. Ça ne changeait pas grand-chose pour eux. Et moi, alors quand j'ai passé mes 3 jours, ce qu'on appelait 3 jours pour faire le permis, pour faire le service, pardon. Donc quand j'ai passé mes 3 jours pour faire le service militaire, je me suis pointé avec un petit certificat médical, comme quoi j'étais asthmatique, tout ça. Et ils m'ont dit, ah oui, de toute façon, on ne veut pas de vous. Okay. Mais ma convocation au service militaire, ils me l'avaient donnée. J'étais en garde à vue à la gendarmerie. Ok. Après avoir distribué les tracts, j'avais été identifié. Donc j'étais en garde à vue. Et pour finir la garde à vue, le gendarme ou l'officier de gendarmerie m'a dit, Monsieur Hérault, voici votre convocation aux 3 jours. Dans le genre, vous allez vraiment baver. Okay. Alors j'avais demandé les chasseurs alpins. Moi, j'étais prêt à... Bon, bref, enfin, voilà, quoi, c'est la petite histoire. Mais c'est pour dire que moi, j'étais déjà imprégné en fait, par cette culture antimilitariste. Et on avait aussi, à peu près à la même époque,
il y avait eu aussi un camp militaire qui devait s'installer dans le Val-Godemar, qui est une petite vallée au fond des Hautes-Alpes et qui arrive sous le massif des Écrins. Et les paysans locaux luttaient contre ce projet, et donc j'avais participé aussi avec eux. Et les camarades de lutte, on était là-dessus. Donc ce courant antimilitariste, on le retrouve évidemment aussi au Larzac, ça développe beaucoup au Larzac. Et ensuite, le lien avec le Larzac, c'est toi qui le fais en te disant cette cause est antimilitariste, du coup elle m'intéresse, ou c'est des gens qui t'emmènent aussi? Ah non, mais c'était une décision collective. Ah oui. Oui, on a dit on y va, on va les soutenir, ça paraissait logique. On était en même temps sur la lutte du Val-Godemar. Il y avait cette histoire des comités de soldats, à Briançon et aussi à Barcelonnette. Il y avait, comme ça, dans le département, ça bougeait autour de ce sujet-là. Okay. Le camp du Larzac existe depuis longtemps. Il n'a jamais créé de problème. Il est nécessaire de l'étendre. L'armée voulait nous mettre dehors, et nous aussi on voulait la mettre dehors de chez nous. Les non-violents se mêlent aux Occitans, les objecteurs de conscience aux militants extrémistes, et c'est maintenant l'armée qui est sur l'avant-scène et en position défensive. Les forums, Larzac, Donc voilà, et en même temps, j'ai renoncé à faire des études. Ouais, parce que tu me disais que t'es allé taffer à 18 ans. J'ai passé mon bac, et puis après j'ai travaillé, quoi. Donc t'étais, à ce moment-là, parce que t'es né dans le centre de Paris et tout, donc pour toi à ce moment-là c'était aussi un acte de rupture avec... Non, pas vraiment. Non. Non, faut pas le voir comme ça. Non, c'est simplement que j'avais mes liens, les potes, les amis. Okay. Toi, il y avait tout du tissu social, voilà, qui s'était développé, et je voulais rester là-bas. Ça me plaisait, quoi. Plus organique que ça, quoi. Du coup. Oui, voilà, c'est ça. Okay. Oui, c'est ça. Et ensuite, je reviens à Paris et je travaille un peu à droite à gauche comme charpentier. Je reviens aussi dans les Hautes-Alpes. Enfin bon, mais je voyage pas mal à ce moment-là. Et on décide d'aller occuper un immeuble, une usine désaffectée dans le 20e arrondissement. Une nouvelle aventure, fin 82, 83. Et là, je squatte avec quelques amis, on squatte une usine et on en fait une maison de quartier. D'accord. Donc, on fait venir des artistes ou des associations qui ont des difficultés et on leur pose comme condition, vous faites ce que vous avez à faire, mais vous devez au moins une fois par semaine donner un cours gratuit pour les habitants du quartier, les enfants, les jeunes, etc. etc. Okay. Et le truc, il prend, bon. Et au bout d'un an, on se fait virer. Ça, j'en parle parce que par la suite, on s'est à nouveau retrouvés. Et c'est là que moi, je me suis, je dirais, impliqué dans la question des mal logés. D'accord. C'était en 86, dans le 20e arrondissement. Ouais. C'est une année un peu charnière du point de vue parisien, ouais. Puisque à l'époque, Chirac, d'une part, a repris le pouvoir et sa première loi, est venue, oui, et donc gagne législative. Et sa première loi, c'est une loi sur le logement. Il dérégule la loi de 48, donc une loi qui protège les locataires, qui met les loyers d'un niveau assez bas. Et donc, qui fait que le logement, les locataires sont dans le secteur privé, ne payent pas des loyers très élevés, tu vois. Donc là, il fait sauter la loi de 48 quasiment, et il lance la reconquête de l'Est parisien. Donc c'est la grosse offensive sur les quartiers populaires parisiens. Donc en gros du 13e au 18e et une partie du 17e. Et enfin, qu'est-ce qu'il fait encore? Et puis, oui, il ouvre les guichets aux marchands de biens, aux spéculateurs, les guichets des banques qui avaient été nationalisés par Mitterrand. Donc lui, il les représente. Là, on est en 86. On est en 86, là? Ouais. Ah oui, parce qu'il gagne... Il gagne les législatives. Ok. 86. Et donc là, il est maire de Paris. Et il est Premier ministre. D'accord. Et donc lui, il va soutenir à fond les milieux d'immobilier, la spéculation, la rente locative. C'est le retour de la rente locative qui avait été jugulée depuis la Première Guerre mondiale, en fait. Hein. Faut se souvenir que les locataires en 1970, 1973, ils consacraient en moyenne en France 10% de leurs revenus au loyer.
10%. Et à Paris, c'est vrai qu'on se logeait. On avait du mal à se loger. Mais quand on trouvait un logement, il n'était pas cher, quoi. Ouais. C'est pas comparable à ce qu'on voit aujourd'hui. C'est 10% des revenus. Donc, c'est une autre époque. Ouais, donc là, il lance le truc et, dans le 20e arrondissement, une série d'incendies criminels. On va y venir. Ouais. On va y venir. Donc, on comprend bien qu'il y a une offensive violente en 86 parce que il se trouve que le maire de Paris est en même temps le Premier ministre et qu'il peut faire ce qu'il veut et que effectivement ça va résulter dans des incendies et tout. Paris, automne 86. 19 personnes, dont 8 enfants, tous immigrés, trouvent la mort dans une série d'incendies criminels qui ravagent plusieurs immeubles de l'Est parisien. Les incendiaires à ce jour courent toujours. Coïncidence ou pas, les immeubles incendiés sont quasiment tous des hôtels meublés ou des bâtiments laissés à l'abandon par des propriétaires qui spéculent dans la perspective du Grand Paris, place forte financière européenne. Pour atteindre cet objectif, la ville de Paris veut se débarrasser de ses pauvres et de ses immigrés, rejetés hors de la capitale. Elle expulse et refuse le relogement, y compris celui des victimes des incendies. Les sinistrés et leurs familles se retrouvent donc dans la rue et occupent, avec d'autres mal logés, le 67 rue des Vignoles dans le 20e arrondissement. Et ça va résulter aussi dans une résistance à cette offensive-là qui va être incarnée par des trucs dont tu as fait partie et dont on va parler. J'avais juste une petite question juste avant ça dans l'ordre de chronologie et qui en même temps anticipe un peu parce que en gros, je me demandais, tu vois, tu dis que vous arrivez à Paris en 82, vous squattez un lieu. On a coutume d'entendre un petit peu que le début des années 80, c'est l'âge d'or des squats à Paris. Je me demandais simplement si jamais c'était des trucs spontanés, sans trop de lien avec les autres, ou est-ce qu'il y avait une intention un peu coordonnée ? Oui, il y a deux courants. Nous, on est dans le courant, on va dire, plutôt soft, tu vois. On fait partie on est en relation avec le mouvement des occupants rénovateurs. Il y a plus de 110 000 logements vacants à Paris. Cette statistique de l'INSEE permet peut-être de comprendre un peu mieux la crise du logement, de mieux comprendre également une de ses principales conséquences, le phénomène squat. L'occupation, autrement dit, d'appartements vides. On fait une petite pause ? Si tu veux aller regarder. Je vais l'arrêter parce que ça peut arriver assez souvent que... On s'organise ensemble pour faire des actions, pour avoir des logements, pour obtenir des logements, pour dénoncer la situation actuelle. Le comité fonctionne en assemblée générale une fois par semaine et puis avec une permanence d'accueil pour les gens qui veulent rentrer au comité le dimanche. Alors, en assemblée générale, on organise, déjà on fait le point des informations de la semaine et puis on organise après les actions qu'on va faire, distribution de tracts, intervention sur les propriétaires qui terrorisent les locataires, organisation de réquisitions. Je sais pas moi, les rendez-vous avec les avocats, plein de choses quoi, il y a des dizaines, et c'est le problème des mal logés, il y a des dizaines et des dizaines de problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'ils entendent dans leurs oreilles. Il y a 3 gosses à l'hôpital, je le dis, j'ai le droit de dire. Et alors, il y en a 2 qui sont en supervision. Alors, et s'ils crèvent? C'est la préfecture qui a mis à la porte, c'est pas autre chose, et c'est la préfecture qui doit les reloger. Nos pouvoirs sont dérisoires, je les connais mieux que vous. Et puis vous, oui monsieur, vous la connaissez la loi PLF parfaitement et depuis longtemps, et je fais du social moi. On a fait tout ce qu'il fallait faire. Bon, c'était les demandes à la mairie, on a posé tous les papiers en règle. Et puis les demandes, bon, on y va, et puis on nous demande, on nous fait des convocations de venir, on va là-bas, bon. Ils nous encore demandent alors est-ce que vous voulez toujours les logements? Si on dit oui, et puis on nous fait signer, c'est tout. Ils mettent les papiers dans le tiroir et puis ils ne pensent plus à nous. Donc nous, on a vu ça, ça ne peut pas marcher. Alors, on reprend. Alors là, on a tendance à... C'est dans le 20e arrondissement. Et en général, on oublie que Jean-Marie Le Pen était élu conseiller municipal dans le 20e. Donc, il a été... ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que le 20e était un arrondissement qui était très dynamique du point de vue de mouvement social. C'est là, par exemple, que la marche des beurs avait terminé en 83. Et il y avait toujours des luttes, quoi, dans cet arrondissement. C'est un arrondissement un peu historique, Père Lachaise, les barricades, tout ça. Enfin bon, il y a tout un truc autour de... Ça fait longtemps que ça dure dans le 20e. Oui, voilà, c'est ça. Bon. Hein. Et d'ailleurs, une petite dynamique, là, ça reprend un peu là, en ce moment, ça c'est sympa. Incendie criminel, et il y a un immeuble, le 3e incendie, c'est un immeuble qui se trouve place de la Réunion et qui héberge des familles dans un hôtel meublé,
tel mois. Donc c'était les solutions pour les nouveaux arrivants à Paris de se loger dans un meublé au mois. Si tu payes un hôtel, on appelle ça, mais tu payes tous les mois, donc c'est pas très élevé, c'est assez dégradé, c'est pas des très bonnes conditions de logement, mais bon, ça permet quand même de se mettre à l'abri. Et donc là, incendie criminel, et sur le même modèle que les 2 autres précédents, et que le 4e qui va arriver ensuite, c'est-à-dire de l'essence qui est projetée sur la cage d'escalier, une allumette, et ça flambe. Et la cage d'escalier fait cheminée, donc le feu va monter, l'escalier en bois, le feu monte, et à un moment donné, il pousse les portes, et donc voilà, les gens sont pris au piège. Donc là, il se trouve qu'il y a une solidarité un peu qui s'organise dans le quartier. C'est pas un incendie, mais plusieurs incendies. C'est 3 incendies, Okay. c'est 4 incendies criminels dans 4 immeubles. D'accord. Un dans le sud 20e, donc le quartier Réunion, qui est au sud du Père-Lachaise, quartier de Charonne aussi on dit, et les 3 autres dans le nord 20e, donc de l'autre côté du Père-Lachaise. Et c'est des incendies qui vont faire 23 ou 24 morts. Hein. Il va y avoir des enfants aussi qui meurent. Tout ça, ça fait à l'époque, ça choque, ça en parle beaucoup. Mais jamais on n'a retrouvé les auteurs de ces incendies criminels. Après recul, alors est-ce qu'il y a le contexte spéculatif ? Difficile à dire. Parce qu'en même temps, faire brûler un immeuble, quel intérêt ça présente du point de vue spéculatif ? C'est ce qui s'est passé à New York, mais là, c'était dans un quartier particulier. Il y a eu une série d'incendies pour faire peur aux gens, etc. Ouais, là, c'était pas vraiment le cas. Donc, ça semble plutôt à des incendies à caractère raciste, en fait, parce que c'était des immeubles qui logeaient beaucoup de familles étrangères. Et donc, mais pas que, hein. Mais du coup, voilà, on peut supposer qu'il y avait cette idée-là. Nous, alors en 86, donc voilà, je suis, parce que je suis encore dans le quartier, Réunion, et je suis sollicité par les parents d'élèves de l'école Vitruve, donc qui est une école qui donne sur la place de la Réunion, qui est une école militante, une école publique mais militante. Il y a un collège aussi. Et il m'appelle pour me dire, écoute, il faut que tu viennes nous aider parce que il y a des familles à la rue. Elles ont fait 3 semaines d'hôtel et la mairie les a foutues dehors au bout de 3 semaines. Donc là, les parents dorment là où ils peuvent, certains dans le métro. Les enfants sont hébergés chez leurs potes de classe, quoi. Il y a des parents d'élèves solidaires, tout ça. Mais là, il faut faire quelque chose, il faut ouvrir un squat. Donc, il m'amène à une réunion, quoi, et on parle de ça. On parle de squatter un immeuble. Il y a le curé de la paroisse, parce que c'est une église assez militante, en fait, hein, Saint-Jean-de-Bosco. Et puis, il y a une assistante sociale aussi de quartier, les parents d'élèves, les instituts, et vas-y, tout ce petit monde-là me dit, écoute, maintenant, il faut que tu nous aides à ouvrir un squat, parce que tu sais faire et tout. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. On va ouvrir un immeuble 67 rue des Vignoles, donc qui donne aussi sur la place de la Réunion, à 20 mètres de l'immeuble qui avait flambé d'ailleurs. Et là, les familles affluent, enfin les familles sinistrées d'abord, et puis l'info a circulé, et il y a plein d'autres familles qui se pointent pour essayer d'avoir une place dans l'immeuble. Donc à un moment donné, on dit on n'a plus de place. Et il y a une demande forte, en fait. On se rend compte qu'il y a une demande. Moi, j'étais pas trop dans ces sujets-là, tu vois. Et je découvre, en fait, le problème des familles avec des enfants qui n'arrivent plus à se loger, qui sont à la rue, qui sont chassés par la rénovation urbaine, par les promoteurs, les spéculateurs, tu vois. Et donc, on décide, avec quelques amis, on crée une association qui s'appelle Un logement d'abord. Et on va ouvrir des squats dans Paris. Donc on fait de l'action humanitaire radicale. Moi j'ai 4 gosses. J'habitais dans une pièce, une seule pièce, sans de l'eau chaude, sans rien du tout. Alors j'ai vu que ça ne marchait pas, j'ai contacté le comité de mal logé. Et puis bon, alors j'ai appris et puis j'ai été modéré. Ben, par coup de peau, bon, il y a eu ce bâtiment qui est sorti. Bon, en groupe, en solidarité, on l'a occupé. Donc jusqu'à présent, depuis le 15 janvier jusqu'à présent, on est là-dedans. Malheureusement, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, mais on tient. On tient jusqu'au bout. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais nous, on est là. Alors, il y a aussi une autre période aussi, on installe, pour les incendies, la lutte ne s'arrête pas au 67 Vignoles. Dans le nord 20e, ça s'organise.
Et donc là, il y a un campement qui est organisé. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on a appris, enfin, on s'en est beaucoup servi après du campement. Ouais. Il y a un campement qui est organisé et qui s'installe à Ménilmontant. D'accord. Et pour exiger que la ville de Paris reloge les sinistrés. Ça, on est en début 87. Hein. Et c'est le MRAP qui est un peu à la manœuvre là-dessus. MRAP, mouvement contre le racisme et l'antisémitisme. Bon, c'est un mouvement antiraciste qui existe, qui est issu un peu qui est proche du Parti communiste. D'accord. Hein. Mais ils commencent à se distancer un peu, à prendre un peu leur indépendance. Bon. Et donc, ils organisent... Alors, le campement fonctionne. Et la mairie de Paris est obligée de venir à la table de négociation. Et donc, va s'engager à reloger, héberger les sinistrés et les reloger au fil des mois. Ok. Bon. Donc, il y a un peu un répertoire d'action qui s'élabore à ce moment-là. Il y a réquisition de logements en tant que tel, fait de rénover, c'est pas évident. Donc voilà. Compte aussi. Et donc, les campements aussi. Donc, les campements, d'ailleurs, on reprendra le campement. Quelques années après, on va camper. Et puis, on continue encore aujourd'hui à faire des campements. C'est rendre visible, en fait, l'idée du campement, c'est de rendre visible une situation de personnes qui vivent l'oppression du logement, en fait. Là, ça fait 8 semaines, il n'y a rien qui est débouti. Pour nous, on n'a pas avoir confiance, soit la ville de Paris, soit les gouvernements. Pour nous, il n'y a pas une confiance. Nous, notre confiance, c'est que nous prendre les familles qui sont là, 48 familles là, qui soient relogées normalement. C'est là qu'on peut avoir la confiance. Mais autrement, on n'a pas confiance avec qui sont blabla, de droite à gauche. Nous, on est là pour solidaire, que ce soit les familles qui sont là relogées. Et le comité des mal logés va arriver un peu après. Alors, le comité des mal logés arrive donc la deuxième moitié je crois, 87, si mes souvenirs sont bons, parce que j'étais absent plusieurs mois à ce moment-là. Et entre-temps, d'ailleurs, la ville de Paris avait commencé à reloger les sinistrés du 67 rue des Vignoles. Et donc, nous, on avait décidé de remplir. Enfin, il y avait d'autres gens à la rue, donc on avait dit, on met des gens qui sont à la rue à la place de ceux qui sont logés. Et eux, ils arrivent avec une proposition qui est de créer un syndicat, une organisation de lutte des mal logés, des sans logis. Donc, voilà. Donc, moi, j'adhère à cette idée-là. Je trouve que c'est une bonne idée. C'est parce qu'il y a la nécessité, effectivement, de construire un peu pour l'avenir, quoi. De construire un rapport de force, compte tenu de ce qui est en train de se passer, du point de vue législatif, la politique d'urbanisme de Chirac, qui est très agressive, et donc de la nécessité d'organiser une résistance par rapport à justement ce rouleau compresseur. Et ils vont faire un travail d'ailleurs de fourmi, d'aller voir les gens qui habitent dans les taudis, dans le quartier, etc., aller les visiter, les convaincre de venir militer, de s'engager. J'en viens dans un premier temps aux permanences du comité qu'on fait les dimanches matins. Et donc là, on leur explique ce que c'est que le comité. On leur enlève on évite qu'il y ait des méprises, qu'ils ne comprennent pas que le comité, c'est un organisme social un peu plus radical que l'assistance sociale du quartier. Qui ne croient pas qu'il y a des petits blancs qui ouvrent des portes à des pauvres immigrés, que c'est pas ça du tout. Et que ça va être une lutte longue et difficile, où on va prendre beaucoup de risques, et qu'on n'est pas sûr de l'issue de la lutte. C'est ce qu'on explique aux gens. Voilà, moi je participe aussi. Bon, ce que j'amène avec quelques amis, là, les amis du logement d'abord, ce qu'on amène, c'est un peu une pratique, tu vois, en matière de squat, en matière comment dirais-je, quelque chose de très concret. On n'est pas dans la théorie. Tu vois. On est dans l'action concrète. Donc voilà, on sait faire, quoi. On sait se servir des outils, on sait comment il faut faire pour aller à tel endroit ou tel endroit. S'il faut aller envahir un endroit, on va regarder comment faire. Tu vois ce que je veux dire? On est très... terre à terre. Ouais, très terre à terre. Et eux sont plus... théoriques. Plus théoriques, idéologues et tout, quoi. Ouais. Ok. Ils sont dans la logique aussi de politiser les mal logés. Donc, ils leur passent des documentaires, je me souviens, sur le Sentier Lumineux. Je sais pas si tu vois, c'est un mouvement de guérilla du péruvien. Ou sur la guérilla, aussi une guérilla au Népal. C'est un mouvement plutôt maoïste. Et
Bon, dur, hein. Ouais, c'est lutte armée, hein. Ça rigole pas, quoi. C'est ça, finalement, finalement, le TAL, vous faites une organisation politique sur d'autres bases politiques. Oui. Je pense qu'ils sont un peu dans l'idée aussi de créer une avant-garde révolutionnaire, tu vois. Bon, et puis en fait, les gens, ça les intéresse pas, hein. Ils sont pas là pour ça, quoi. Ils veulent un logement, une clé, tu vois, payer leur loyer, et voilà, élever leurs enfants et dans des meilleures conditions, quoi. C'est tout. Ulysse, novembre 91, 28 000 habitants, dont 17% sont de nationalités diverses. Des Portugais, des Espagnols, des Maghrébins, des Africains. Une ville où la mairie affiche une politique active d'intégration. On aurait dit un lieu pas trop mal choisi pour une famille immigrée après une lutte de 3 ans pour faire reconnaître son droit à un logement décent. Pourtant, entre la caméra et M. Sylla en tout cas, il y a un malaise. Ni la proximité de l'aéroport, avec ses rappels constants de l'exil, ni l'HLM qui l'occupe, propriété de la ville de Paris, et qui a, comme tant d'autres, besoin d'aménagement, n'explique totalement la chose. Peut-être c'est comme dit M. Sylla lui-même. Après une lutte pénible et épuisante, on a surtout besoin d'être laissé tranquille. Pendant longtemps, la tranquillité était un luxe difficile à imaginer. Quand tu penses à la place de la Réunion, toute l'expérience là-bas, comment tu penses les choses? Par rapport ici à la place de la Réunion, il y a beaucoup de différences, quoi. C'est que c'est vrai, je suis bien, bon. Pour l'instant, je suis tranquille, quoi. Je suis tranquille, toute l'histoire qui était passée, là, maintenant, enfin, on ne peut pas oublier ça, mais quand même, je ne veux pas dire que j'ai douté par rien, quoi. J'ai douté pour voir quelque chose, j'ai vu ce que j'ai vu, quoi. Du coup, si je comprends bien un peu la chronologie, du coup, il y a l'expulsion du coup des squats occupés donc au Vignoles, etc. Ensuite, il y a la place de la Réunion, l'occupation de la place de la Réunion. Donc en 90, janvier 90. Ouais. Entre-temps, on a fait plusieurs actions. On a occupé le ministère des Affaires sociales. On a occupé des immeubles aussi, avec le comité des mal logés. On a occupé des immeubles. On a des immeubles de la ville de Paris, des immeubles HLM vides. Tu vois, qui allait être livré, donc on en a occupé un. Enfin bref, on a fait multiples actions. Et le comité des mal logés, on y allait, quoi. Hein. Ça, sur les actions concrètes, ça marchait bien. Après, il y avait des tensions, effectivement, sur le fait que nous, comme tu l'as dit, on acceptait de négocier des choses. Il fallait qu'on aboutisse. Donc voilà. Maintenant. Comme par exemple le relogement des sinistrés en 87, il y a eu une réunion avec la ville de Paris à laquelle on était. Tiens, bon. Donc, ça c'est ce point-là, la négociation. Ouais. L'autre point, c'est la question de la médiatisation. Donc ça ne plaisait pas aussi qu'on fasse appel aux médias. Et donc il y a une cristallisation au moment de l'expulsion. On a été expulsés, nous et un autre immeuble. Le même jour, un autre immeuble dans le 11e arrondissement qu'on avait occupé quelques mois avant, rue de la Fontaine-au-Roi, et on a expulsé le même jour. Le 2 mai 90, les CRS investissent le 67 rue des Vignoles et la Fontaine-au-Roi, jetant à la rue 300 personnes, dont une bonne moitié d'enfants, soit 48 familles. Partout dans Paris, les logements sont évacués par la police et les gens se retrouvent à nouveau sans toit. Qu'à cela ne tienne, les expulsés vont occuper le pavé et organisent avec le comité des mal logés un véritable mouvement populaire pour le relogement de tous. Ils reçoivent le soutien de plusieurs organisations syndicales ou politiques et celui de l'abbé Pierre et d'Emmaüs qui mettent à disposition des tentes. Les premières propositions de relogement se font hors Paris. Mais les expulsés veulent être relogés dans Paris ou près de leur lieu de travail, et cela à un prix abordable. Moi, je me souviens très bien, je suis expulsé. Au moment de mon expulsion, je passe le mot aux familles, sans que les flics, on faisait attention que les flics n'entendent pas, parce qu'ils commençaient à nous faire descendre, tout ça. Et ils enfonçaient les portes et tout ça, quoi. Bon. Et donc, je leur dis, on se retrouve, vous revenez tous en milieu de journée, à midi, 13h, on se retrouve dans le square de la place de la Réunion. C'était d'autant mieux que le square, il venait d'installer des grilles tout autour du square. Donc, on s'est dit, tiens, on va s'installer là. Et puis, en fait, le quartier, il est cerné par les flics. Parce que pour eux, c'est une grosse opération.
c'est le comité des mal logés, et il y a des vieux d'ailleurs du quartier qui disent « Ouais, mais c'est pire que l'occupation ici, tout ça ». Bon. Et les relations aussi qu'on a dans le quartier, tu vois, les liens qu'on a dans le quartier nous permettent aussi d'installer un petit QG dans un bar associatif qui s'appelle La Moitrieuse, qui est toujours là. Enfin, il y a toujours la devanture, le bistrot n'est plus là, mais il y a toujours la devanture, La Moitrieuse. Et là, on s'installe là pour téléphoner, prévenir la presse, voilà, on fait le QG, et voilà. Et donc, c'est comme ça que le campement s'installe. En fait, dans la journée, l'ensemble des familles expulsées ce matin-là se retrouvent sur la place de la Réunion et décident de mener la lutte pour le relogement. Là, c'est un peu... Tu l'avais raconté à Monsieur War, quelqu'un qui s'appelle Monsieur War. Michael. Ouais. Michael War, ouais. La deuxième date, je dirais, marquante, ça a été le jour du montage des tentes. Bon... Après avoir passé la castagne, la veille, etc. Bon, le jour du montage de la tente, où un convoi, on a organisé un convoi humanitaire pour faire passer les tentes et pouvoir les monter en square. Et là, on a retrouvé une conjonction un peu de justement ce qui fait la richesse et la force de ce mouvement. Parce qu'on avait un convoi avec Médecins du Monde, Secours catholique, les camions d'Emmaüs avec les tentes derrière. Arrivé au dernier carrefour avant la place, des militants de la Ligue qui ont bousculé les flics de faction qui surveillaient ce qui passait dans les camions. Et il est arrivé sur la place, 200 ou 300 personnes avec des pères de famille, des jeunes squats, des autonomes, Ligue communiste, enfin bref, toutes sortes de gens qui se sont mis en barrage pour permettre le déchargement des tentes. Les 5 minutes nécessaires au déchargement des tentes. Et là, il y a une divergence qui apparaît. En gros, c'est plutôt... Eux, je pense que le comité des mal logés, ils ont vécu ce moment-là, l'installation du campement, qui va se faire aussi avec Emmaüs, qui va ramener des tentes. Enfin bon, on appelle le secours catho qui ramène des toilettes, l'école Vitruve qui mobilise les parents d'élèves, tout ça. Enfin bon, il y a un tas de choses comme ça, ouais, de quartier, une bonne coalition, bon soutien, très large. Et donc le comité des mal logés, ils le prennent mal, en fait, parce ils ont l'impression de perdre la main, tu vois. Okay. Et donc eux, ils sont assez agressifs, quoi, et ils vont plutôt pousser pour que il y ait un nouveau squat qui s'ouvre. Ils vont d'ailleurs... j'échappe à un guet-apens, personnellement. Ok. Il y avait encore des méthodes maoïstes un peu violentes à l'époque. Ouais, un peu, ouais. Mais j'étais prévenu, puis du coup, il y a du monde qui était venu avec moi. Enfin bon, bref, les choses se sont passées. Et il y a même des provocations un peu. Enfin bon, je passe des trucs qui sont vraiment... Ils sont pas contents, quoi. Je comprends aussi, hein, je veux dire, ils ont beaucoup investi dans le truc, ils perdent la main. Tu vois, j'ai réfléchi à ça après, tu vois, c'est... Mais l'idée, c'était pas que de leur piquer leur truc, hein, c'est pas cette idée-là qu'il y avait, hein, c'est simplement... il y a une assemblée avec les familles et il est décidé que les familles disent, nous, on campe, on veut pas resquatter. Les gens sont là depuis 40 jours. On arrivait à être à peine une centaine d'organisations sur une lutte, sur une plateforme qui était offensive, qui disait clairement, on veut un toit pour tous, on veut un relogement global. On s'est constitué en collectif là-dessus, sur la réalité de cette lutte. Jeudi dernier, un groupe de travail, vous avez peut-être le texte sous les yeux ou quelqu'un peut me le passer. Ce texte, arrêté entre donc la CIMAD, la LCR, le PC et au miracle le PS, l'archevêché, le diocèse et je ne sais quoi, des gens qu'on n'a jamais vus. Le PS, on l'a vu, oui, ils nous ont envoyé leur CRS. Merci, monsieur Mitterrand. C'est voilà la réalité de cette lutte qui a duré 40 jours. Des gens qui étaient présents à la manif du 27, il y avait des gens du PS, des militants de base. Donc personne ne nous empêche de critiquer, de vraiment dire ce qu'on pense de ces partis. Mais quand on parle des problèmes des familles qui sont expulsées, des problèmes de logement sur Paris, il faut avoir une large mobilisation.
C'est ça le problème. Je trouve ça carrément crapuleux et carrément irresponsable d'aller chercher le soutien des matraques qui sont venus nous taper, qui viennent toujours nous taper, nous expulser, la clique, le PS et toute cette bande-là, pour ensuite aller porter les matraques qui nous retombent sur la gueule. Je trouve ça irresponsable. Et les relogements, ça va être quoi? Ça va être dans les mairies de Saint-Denis, ça va être dans les espaces de Togny, comme d'habitude, toujours pareil. Et qui est-ce qui va gagner dans cette histoire-là? C'est la bande à sociodémocrate et il met couilles et tout ça. Je trouve ça intolérable et dégueulasse. Et voilà pourquoi les gens se retirent aussi. Vous devriez arrêter d'attaquer sans arrêt les organisations. On dirait qu'il y a des individus ici. Les organisations, c'est comme les individus. On fait du bon boulot, on fait des conneries. Mais il y a des gens qui parlent en leur nom individuel. Ils attaquent sans arrêt les orgas. Il y en a marre. Ça fait 42 jours qu'on se défonce ici, plusieurs. On est en train de dire qu'on fait du boulot contre les familles, c'est complètement fou. Moi je dis qu'il y a des individus aussi qui font du bon boulot et qui disent des conneries en attaquant systématiquement les organisations. Parce qu'on avait subi une attaque. Bien sûr, on doit l'attaquer. En tant qu'organisation. Bien sûr, on va aller jusqu'au bout. Qui se base sur le logement. On va casser une autre. Et en gros, la question c'était quoi? Oui, on va la casser. On va casser notre maison. Les gens ne vont pas vivre ici. Socialiste. On va casser. Si, on va casser, on va casser. Organiser un putsch à quelle fin? Après. Je ne vois pas pourquoi on va aller encore casser. Parce qu'on est sorti par la force. Si on va casser encore, ce sera pareil. On va nous faire sortir par la même force et on se retrouvera toujours dehors dans les rues. Je crois que la meilleure solution, c'est d'essayer de continuer à se battre. Pas quand même d'aller essayer de casser. On est là, on continue. Ça ne sert à rien d'aller casser. À zéro, ça ne sert à rien. Alors déjà, ces familles qui ont expliqué qu'ils sont dans la merde ici, c'est trop. Il y en a qui ne sont plus supportés dans la merde. On peut plus supporter. Nous, aujourd'hui, on trouve n'importe qui veut essayer de défendre pour avoir un logement. On est là. Parce qu'on ne veut pas passer notre vie à squatter, se faire virer, etc. Donc, on veut un HLM, on veut un logement social, on va être relogé. Voilà. Donc, du coup, se met en place aussi une négociation, parce qu'il y a un gouvernement socialiste, Rocard à l'époque, ça, tu vois, en 90. Donc il y a une négociation avec un médiateur qui est nommé par Rocard, qui est un haut fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations et qui a participé à la création de bailleur social de l'État, qui est devenu CDC Habitat. Et Bloch Lenné s'appelle. Et donc il y a des discussions avec lui. Donc il nous dit, OK, on va vous reloger. On va reloger l'ensemble des expulsés. Donc l'ensemble des expulsés vont recevoir des propositions de logement, mais il y a une partie de la négociation qui nous échappe, qui échappe aux familles, et enfin aux expulsés, c'est que c'est des associations caritatives qui se chargent de faire les dossiers et de définir où est-ce que telle famille va être logée, etc. Individualisation. Voilà. Et surtout, aussi un point qui est très important, c'est que les leaders, en fait, les leaders du mouvement sont renvoyés en très grande banlieue. C'est-à-dire qu'il y a eu une discussion, en fait, il y a dû y avoir une discussion sur le fait de, bon, OK, vous les relogez, OK, d'accord, tu vois, je vois bien la mairie de Paris, mais virez-nous les emmerdeurs, les militants. Voilà. Et alors, du coup, ça, c'était la proposition du médiateur ? Oui, du coup, les familles sont relogées. De toute façon, il n'y a pas le choix. Si tu veux. Il y a quelques refus, tu vois, mais dans l'ensemble, parce que c'est une affaire qui va durer, le campement, il commence le 2 mai et il se termine à la mi-octobre. Ouais, et puis tu vois, donc ça fait long. Bon. C'est le truc en mode où tu vois, tu racontes ça et puis t'as un truc spontané, toi qui n'as pas vécu le truc, de dire « Et vous avez rien fait ?» Alors qu'en fait, à ce moment-là, ça fait 4 ans que vous étiez dans des logiques de squat, puis occupation de place, et les gens ils sont fatigués. Oui, il y a ça. Il y a ça aussi. Mais il y a quand même une solidarité. Tu vois, les enfants, pareil, partent en vacances avec des habitants du quartier. Des trucs s'organisent, c'est des trucs super qui sont organisés, des solidarités, des choses magnifiques. Et donc, c'était un moment très intense. Peut-être à la fin, tu vois, septembre, la rentrée, tout ça, c'est un peu rude. Il y a un refus. Ils veulent coller un max de familles à Saint-Denis, au Franc-Moisin. Et donc, mais dans une partie très, très dégradée du quartier Franc-Moisin qui avait été c'est un quartier populaire HLM. Mais là, c'est HLM, quoi, à ce moment-là. C'est un quartier populaire HLM, mais là, c'est presque du préfa, quoi. C'est du logement de mauvaise qualité. Okay. Donc là, on gueule. Là, on dit non, on ne peut pas accepter ça.
Et voilà, quoi. Okay. Donc, ça... On est d'ailleurs, à l'époque, je me souviens, il y a on nous reproche aussi d'avoir fait des alliances avec le PS, mais pas vraiment. Tu vois, le PS s'est pointé, le responsable du PS de Paris à l'époque, s'est pointé sur la place de la Réunion. Il s'est pris un plat de nouilles sur la gueule. On était en train de manger, il s'est levé puis il l'a mis sur la tête. Tu vois, bon, tu vois, c'est pour dire, c'est pas, non, il n'y avait pas. C'est quand même les socialistes qui nous ont foutu, qui ont envoyé les flics pour nous virer. Tu vois. Donc bon, c'est quelque chose qui était. Et il y a eu une manif aussi. Bon, là, dans le PS défilait, tout ça. Et, bon, bah, ils se sont pris un peu des trucs sur la tête aussi, quoi. Puis aussi, enfin, je trouve que ça dit un truc du fait que le camp d'en face soit dégueulasse jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire que, bon, qu'ils se disent, OK, on va pas reloger les gens collectivement dans le même quartier. À la limite, il y a 20 familles, donc tu peux le non, capter. Il y a plus, hein. Il y avait... Ah non, parce qu'il y a 2 immeubles. Ah oui, on était à 40, plus de 40 familles. OK. Ouais. Donc, d'autant plus compréhensible, mais c'est quand même signifiant de voir que même dans le moment où il lâche le truc... on les disperse loin. Ouais. Non, c'est évident. Et alors, du coup, c'est une page qui se ferme à ce moment-là. Le DAL, c'est la page d'après. Voilà, et là, on décide. Non, il y a une réunion, une assemblée générale du comité des mal logés. Les camarades fondateurs du comité ont préparé le procès, tout ça. Et puis, bon, bah, on dit, écoutez, nous, on va pas rester au comité des mal logés. Et qui veut nous suivre, on va faire une réunion tel jour, telle heure, à tel endroit. Et puis voilà, tu vois, c'est comme ça que les choses se sont passées. Okay. Pour éviter les histoires qui n'en finissent pas. Ouais. Mais du coup, ça s'est pas terminé en bagarre, heureusement. Tu vois, ça, c'est un point quand même qui est très important. Ça s'est pas fini de manière violente, tu vois. Voilà, on s'est dit salut, on va pas rester dans votre truc, on va faire autre chose. Et là, on a créé Droit au logement avec donc des militants du comité des mal logés, des familles, des représentants, quoi, les plus combatifs, et des militants du quartier. Voilà. Du coup, c'est une organisation déposée. Pour le coup, c'était pas une organisation clandestine. On a fait le principe de l'Assemblée générale, le principe de l'adhésion, le principe de l'indépendance politique. Tu peux décomposer un peu, parce que c'était ma question d'après, c'était un petit peu parmi toutes les expériences qui ont été engrangées, le DAL, il fait des choix, quoi. Il y a de quoi faire des choix. Ouais. Et du coup, c'est quoi les principes un peu structurants que vous déterminez à ce moment-là? Est-ce que c'est toujours les mêmes depuis? Oui. Est-ce que... Bah oui, non, ça n'a pas bougé. Hein. On est resté sur les mêmes principes, en tout cas au niveau du DAL fondateur, du comité qui a commencé à Paris. Ouais. Et en 90, et on a fait une série d'actions jusqu'en 94, on fait à la fois des campements. Au départ, on fait des campements parce qu'on dit on va faire un campement, on va pas occuper un immeuble pour se faire virer et faire un campement. Donc autant faire un campement tout de suite. Donc on fait un campement quai de la Gare en 91, en 92. Il y a le campement des Maliens de Vincennes, comme ça qu'on a appelé. On soutient, on participe, etc. Bon. Cri d'alarme de 4 associations de défense des droits de l'homme. À l'approche de la trêve hivernale, les expulsions se multiplient et de nombreuses familles se retrouvent à la rue, à Paris ou en banlieue. Les 237 familles maliennes qui occupent l'esplanade de Vincennes depuis maintenant le 21 mai réclament toujours un logement décent et surtout définitif. Reportage Lorraine Cusin, Jean-François Hoffman. Depuis 5 mois, ces pieds d'enfants foulent le sol du camp. Un vrai camp de réfugiés. Après la poussière, la boue des pluies d'automne. Des enfants, des bébés, il y en a encore là-bas, selon les familles, plusieurs centaines. On n'arrive pas très bien à dormir parce qu'il fait froid, il y a du bruit. Et qu'est-ce que tu penses de cette situation, toi? Tu as 10 ans, qu'est-ce que tu en penses? C'est dur. Mais en même temps, on décide de pousser la loi de réquisition et donc on fait des campements devant des immeubles vides. D'accord. Mais les pouvoirs publics, 90, 91, quai de la Gare, tout ça, ils ont décidé, les socialistes ont décidé de réprimer. D'accord. Donc là, les campements, on se fait virer à chaque fois, embarquer, un peu matraquer, tout ça. Enfin bon, on en prend un peu dans la gueule. Et
Donc du coup, l'année d'après, on dit, parce qu'on ne peut plus faire de campement, on revient au squat. Donc 93, on occupe un immeuble. Alors c'est pas vraiment un squat, c'est un immeuble avenue René Coty, et qui est un ancien orphelinat qui est vide parce que la ville de Paris a décidé d'arrêter l'activité, mais qui appartient à une fondation, et donc la fondation COP, et qui nous ouvre les portes en fait. D'accord. Donc on rentre et on s'installe. Okay. Voilà. Mais la ville de Paris, qui est propriétaire des murs, lance une procédure d'expulsion. Enfin bon, il y a toute une série comme ça d'événements, et on finit par être viré. Mais avec relogement, enfin on obtient après le relogement. Bon, bref. Et puis 94, dans la foulée, on occupe plusieurs immeubles. Vous revenez à occupation d'immeubles pour obtenir relogement, quoi. Ouais. La différence, à la rigueur, avec les squats avant les années 90, c'était que le but du squat, là, c'est d'obtenir un relogement ailleurs. Voilà. Alors que... C'est de dénoncer la crise du logement, l'insuffisance de logements sociaux, le clientélisme dans les attributions de logements sociaux aussi, parce qu'il y en a beaucoup à l'époque. Voilà. Et on occupe des immeubles. Un peu le pic dans cette période-là, c'était l'occupation de la rue du Dragon. C'est la rue du Dragon, c'est Saint-Germain-des-Prés. Et là, et on occupe, c'est l'ancien cours Désir, dans lequel Simone de Beauvoir elle a fait ses, comment dirais-je, c'était le collège, quoi. Okay. Hein, elle a fait son collège. Bon, donc c'est un lieu un peu symbolique, tout ça, et ça fait beaucoup de bruit à l'époque. En milieu de journée, Jacques Chirac a en effet accédé à la demande de l'abbé Pierre en annonçant la réquisition d'un certain nombre de logements vides appartenant à de grandes sociétés. Ils ont profité abondamment de la spéculation immobilière pendant les années qui a abouti aujourd'hui à la crise terrible du logement que traverse l'ensemble du pays. Et donc il a décidé d'appliquer la loi de réquisition. Mais alors, si tu veux, sur les principes qu'on prend de départ, c'est de dire action collective, mobilisation donc des gens qui sont concernés, participation aux décisions des gens qui sont concernés, donc sous le principe de l'Assemblée générale, et de délégués aussi qui prennent en charge l'organisation, des réunions qui réunissent à la fois les militants et les délégués, réunions hebdomadaires, et puis ça c'est le principe un peu action non violente. Mmh. Donc on ne va pas aller se fronter avec la police. La police peut être violente, on a été violenté, mais nous on n'est pas... On reste, on se protège, donc faire se peut, mais ça s'arrête là. Et puis, ça, c'est le côté répression. Tu vois, c'est pour éviter la répression. On a toujours fait très attention à ça. Et il y a eu des ratés. En 20 ans de dalle, il y a des moments où... Oui. Parce que ça arrive. Hein, on se fait taper dessus. Hein. Moi, j'ai plein de fractures diverses et variées. Mais il y a aussi... il y a des militants qui ont été... Je vais revenir. Il y a eu un épisode, là, justement, là-dessus. Mais on a gagné. Okay. Donc, voilà. Allez, l'indépendance politique. Oui, donc, ça, c'est un point qui est important. Si on ne veut pas être la courroie de transmission d'une organisation politique ou d'une sensibilité politique, tous les militants, même s'ils sont dans un regard politique, sont les bienvenus. Mais t'accroches ton truc au porte-manteau, voilà, c'est tout. Bon, et partons du principe que on ne veut pas être dépendant d'une organisation ou d'une autre, quoi, c'est tout. On veut conserver notre indépendance. Mais tu as aussi l'indépendance religieuse, bien sûr. Donc ça aussi, c'est un élément important. Chacun respecte les convictions des uns et des autres. Et le troisième point, c'est l'indépendance institutionnelle. C'est-à-dire on n'est pas financé par les institutions pour une mission sociale, etc., d'accompagnement social. Ouais. On refuse ça. Ouais. Parce que à partir du moment où tu fais ça, tu ne vas pas mordre la main de celui qui te donne à manger. Hein, c'est une vieille règle. Si tu veux, il y a, à partir des années 90, justement, même un peu avant, l'État va s'appuyer sur le mouvement associatif pour pallier à son désengagement sur la question. Bon, tu as eu la loi de décentralisation, etc., donc ça, c'est une chose. Mais tu as aussi le fait que l'État n'intervient plus directement sur les politiques d'urbanisme, parce que c'est les maires qui ont la compétence. Et donc, ils veulent... Alors, on veut un peu rééquilibrer avec le mouvement associatif. Donc, c'est un peu ça l'idée posée. Mais en réalité, ça devient vite... ces subventions, on te donne de l'argent pour faire telle mission et tu fais telle mission.
Hein. Donc tu vas gérer, ça, aujourd'hui on voit bien les dérives de cette... c'est l'idée finalement de déléguer à la société civile le soin de régler un problème qui est normalement un problème de politique publique. Bon, c'est-à-dire, par exemple, faire en sorte que le loyer soit accessible aux classes populaires, que ça ne pèse pas trop dans le budget des ménages, qu'on produise des logements sociaux en nombre suffisant, on jugule la spéculation immobilière, on fasse appliquer les lois qui existent. Bon, voilà. Donc tout ça, l'État va se défausser, hein, et d'ailleurs les mairies aussi, comme le font, les collectivités territoriales, en disant, bon, allez, occupez-vous des sans-abri, vous les hébergez, il n'y a pas assez de fric, on ne peut pas vous donner plus, démerdez-vous, tu vois. Tu vois, c'est ces logiques-là aujourd'hui, et avec des logiques oppressives pour les gens. Parce que les gens hébergés, parfois, ils souffrent des mauvaises conditions d'hébergement ou de la précarité dans laquelle ils sont. Donc nous, évidemment, on a vu monter ce dispositif-là, et on est archi contre, parce que ça ne règle pas le problème. Ça fait juste... ça fait taire une partie des voix, qui pourrait dire ça suffit, il faut ça ferait des forces en plus si tu veux, tu vois. Voilà. Ça les occupe, alors que s'ils n'avaient pas cette occupation-là, ils s'occuperaient. Peut-être, ils s'occuperaient un peu plus, et tu vois, et un peu plus de juguler la rente, quoi, et les profits, parce que c'est ça au fond. Hein. C'est une guerre c'est la guerre des rentiers, quoi, de ceux qui veulent gagner de l'argent sur l'exploitation de ce besoin essentiel qui est celui de se loger. C'est exploiter au maximum ce besoin essentiel de se loger. Bon, et on recule, on perd du terrain, c'est clair. On perd du terrain d'année en année à mesure que la crise du logement s'étend. Et alors, donc ça, la fonction, le rôle des organismes para-institutionnels, il est terrible, quoi. Enfin, ils font de l'action humanitaire, ok, mais en attendant, ils font qu'on accepte, on tolère, on accepte cette situation qui normalement était, je dirais, en France, qui était en voie d'amélioration constante dans les années 50, 60, 70, jusqu'à Chirac, quoi, jusqu'à la loi de 86. Voilà.